Voilà. Je voudrais juste rajouter un petit point. Il y a eu bien sûr tout un débat sur les taux donc, qui sont effectivement en Afrique beaucoup trop importants. Même si les IMF qui se sont lancés dans le financement de l'agriculture nous ont précisé qu'ils avaient des taux de, de remboursement tout à fait corrects. On nous a dit de 70 à 95% selon les exemples qu'on nous a cités. Et qu'une des choses qui était importante pour l'emprunteur, c'est l'honneur qui était en jeu et que donc il se faisait un devoir de rembourser son prêt. En particulier le prêt se faisait dans le cadre d'un village, bien évidemment. C'est à peu près tout ce que je voulais rajouter. Et sur cette question des taux d'intérêt, en fait, donc on a constaté que les taux d'intérêt restaient élevés. Et la réponse des représentants d'IMF, c'était aussi de dire qu'eux-mêmes, l'argent qu'ils obtenaient, ils l'avaient à des taux aussi extrêmement élevés. En fait. Je crois que c'était 24%, il me semble, c'était le chiffre qui avait été cité. Et voilà. Ce rapport de l'atelier numéro 2. Question à l'atelier numéro 2. Alors, il nous faut un micro. Ah, super. On va prendre bon, merci. J'étais de l'atelier, donc c'est un apport tout simplement. Elle a parlé de réticence des jeunes pour aller vers des institutions. Elle a évoqué les différents facteurs. Ils viennent d'ajouter les taux d'intérêt qui sont très hauts. Ils viennent d'ajouter ça. Mais il y a les conditions même d'accès au crédit. Ce n'est pas facile parce qu'à des moments de soudure, on te dit d'apporter 10% du crédit que tu demandes. Souvent, ce n'est pas facile. Ben, je m'excuse, j'aurais dû le dire dans la salle depuis là-bas. Bien. C'est des conditions difficiles pour accéder au crédit et ce n'est pas toujours facile qu'on accorde les crédits à des individuels. Bon, vous avez parlé du cas de Madagascar et du Niger. C'est des exemples. Ça existe un peu partout dans presque tous nos pays. C'est un flou dans l'environnement, je ne sais pas comment je vais dire, juridique ou financière, mais il n'y a pas une politique bien claire pour accorder, pour faciliter l'installation des jeunes. Donc ça, c'est un point qu'on doit souligner. On a évoqué aussi la question d'assurance et la question est restée en suspens. Est-ce que l'assurance, on ne peut pas prélever sur les taux d'intérêt et financer l'assurance et faciliter les choses? Merci. Oui, peut-être juste voilà, sur les questions qui viennent d'être posées aussi. Oui, donc moi, c'est pas vraiment une question, c'est plus un commentaire. Notamment pour les travaux de demain, qu'on aura élaboré un peu une stratégie, je pense qu'on aura peut-être intérêt à catégoriser un peu mieux ce qu'on entend par jeune. Parce qu'on voit bien là, dans les discussions que l'on a, ça concerne des gens qui sortent de l'école, des centres de formation, et puis ça peut aller jusqu'à un âge de 35-40 ans. Et on voit bien que, enfin, on peut assez facilement imaginer que la manière de procéder sera différente selon qu'on ait 20 ans ou 35 ans, ne serait-ce que par l'accès au crédit, où on nous a bien dit que pour des jeunes personnes de 18-20 ans, ils ne rentraient pas dans la cible des institutions de microfinance de fait d'une instabilité qui n'est pas forcément réelle, mais enfin voilà. Donc je pense qu'on a intérêt à ça, à prendre ça en considération dans les réflexions demain. Et puis, effectivement, rebondir sur la question de l'assurance, parce que c'est l'assurance agricole, hein, donc sur les calamités. Il y a des réflexions qui sont menées hein, de manière relativement importante, même si on est encore dans des stades expérimentaux. Et je pense que là, il y a tout intérêt aussi à relier ces questions, parce que évidemment, l'assurance agricole permet, en tous les cas pour les institutions qui financent, de réduire le risque, puisque le risque sera porté par une structure spécialisée.
évidemment, comme monsieur l'a indiqué, se pose la question du financement. Et je conclurai juste là-dessus. Il faut savoir que, par exemple, dans les sociétés occidentales, ces assurances agricoles sont subventionnées à hauteur de 60% par les États. Et donc, les individus ne couvrent que 40% de la valeur. Donc, ça veut dire que là aussi, imaginez que ce soit une institution qui s'autonomise, qui se pérennise à l'image de ce qu'a été la microfinance, c'est, à mon sens, une véritable illusion et qu'il faudra bien réfléchir à cette question. Se pose la question l'autre question de qui va être capable d'apporter les financements. Aujourd'hui, ce qu'on voit, les pays les plus avancés sont des pays comme le Brésil, l'Inde, le Mexique, qui ont des capacités financières plus importantes et qui peuvent assurer une partie, donc, eux par eux-mêmes, de ces assurances et qui n'ont pas besoin de bailleurs étrangers. Merci. Oui, je suis Gauthier Ricordo de Agronomes et Vétérinaires sans frontières. Je voulais, j'ai participé au premier atelier, mais les deux m'intéressaient tout autant. Je voulais juste apporter une petite réflexion. On travaille en Haïti, on a mis en place depuis quelques années un dispositif de financement et d'accompagnement d'installation de jeunes issus de formation agricole. Et c'est vrai qu'il y a, même dans la question du financement, il y a vraiment derrière les modèles techniques promus qui impactent fortement en fait la question du financement. Comme on a eu une approche territoire là, sur le plateau central en Haïti, on a travaillé avec des organisations qui étaient sur des bases idéologiques, on va dire, très très différentes. Une des organisations rurales était vraiment dans la promotion de modèles, on va dire, agro-industriels, enfin de semi-industriels, dit intensif à tort parfois. Et puis une autre organisation paysanne était vraiment un mouvement social paysan, membre de la Via Campesina, etc. Sur une autre approche de défense d'agriculture paysanne. Les deux types de modèles ont été expérimentés et force est de constater que le poulailler semi-industriel avec un maximum de bêtes, de poussins importés de la République dominicaine voisine, nourris au soja, OGM, tout aussi importés, et en fait était extrêmement fragile, quoi. C'est un modèle qui est extrêmement fragile quand on veut mettre ça entre les mains d'un jeune qui s'installe. D'ailleurs, voilà, 2 ans, toutes les dépendances liées à l'extérieur amènent une fragilité qui est énorme. Et là, les dépendances, elles étaient maximales dans ce système-là. Il y a eu crise de grippe aviaire, fermeture des frontières, plus de poussins qui arrivent en Haïti. Il y a eu des taxations de certains produits importés qui ont été créés. Le modèle économique du jour au lendemain, il a été ruiné, quoi. Et on a un certain nombre de jeunes aujourd'hui qui sont complètement le bec dans l'eau. Donc il y a vraiment, ça c'était la première chose que je voulais dire, il y a vraiment un lien direct entre le modèle paysan qui est ou agricole qui est promu et ensuite l'impact. Est-ce que l'endettement va mener à quelque chose ou est-ce qu'il y a un risque qui est énorme? Voilà, on peut aussi parler de, bien sûr, on ne peut pas ignorer les modèles liés à un fort endettement finalement des paysans. On peut penser à l'Inde et des 200 000 morts en 10 ans. Je pense qu'on ne peut pas tout à fait ignorer ça quand on parle du financement de l'agriculture. Et là, l'autre réflexion que je voulais partager vient de m'échapper. Merci. Je crois qu'effectivement, la question de l'endettement, quand on parle du financement, une question corollaire, c'est bien ce problème de l'endettement. Dans le documentaire qui vous a été montré hier, c'est une question qui revient de manière récurrente, en fait, dans les deux types de situations qui ont été présentées, les deux types de situations françaises. Et donc, par rapport à notre réflexion de demain sur qu'est-ce qui nous manque pour comprendre mieux ces processus et leur accompagnement, cette dimension dans le financement, les processus d'endettement et leurs conséquences sur le choix des modèles, je pense que c'est effectivement quelque chose qui sera sans doute important à creuser.
une autre question et peut-être dernière question parce qu'il va être temps de déjeuner. Alors, 2 dernières questions. Parce que juste donner une ou deux informations techniques sur ces institutions financières. Les IMF en question, il y a un problème technique qui est tout simple. Les IMF travaillent à partir de ce qu'elles recueillent, dans les faits. Sinon, elles sont obligées d'emprunter sur le marché financier. Automatiquement, elles ne peuvent pas, dès qu'il s'agit, disons, d'avoir des prêts sur le moyen terme pour l'équipement, c'est insoutenable. Elles ne peuvent pas. Donc, le résultat, elles empruntent sur le marché financier, on monte à 20%, 25%, des choses comme ça. Donc, c'est techniquement, et ça restera techniquement impossible, sauf à créer une banque. Avoir une banque qui servirait de relais et fournirait des ressources à bas prix, disons, aux IMF. Du temps où j'étais à la Banque mondiale, en 97-98, quand la BOAD avait eu des difficultés, on était quelques-uns, on n'était pas beaucoup, on était 3, à proposer que la BOAD joue ce rôle-là et qu'elle soit subventionnée au départ par la banque. Évidemment, on a perdu. Et on a refait de la BOAD un système. Mais le problème, il est là. C'est-à-dire qu'il faut quelque part, et le FIDA actuellement a une stratégie d'appui aux IMF pour qu'elles aillent sur le terrain, ce qui est extrêmement important, parce que le rôle des IMF de proximité est fondamental. Ça, c'est une réalité. Mais le problème, c'est comment leur fournir des ressources longues. Il faudrait que le FIDA puisse s'allier à la banque, la BAD, pour avoir ces ressources longues. Ça, c'est une chose. Le deuxième point, je voudrais seulement rappeler des choses qu'on ne vous a certainement pas dites, mais quand les banques de crédit agricole se sont effondrées, les analyses ont été faites, pas tout de suite, mais après, elles ont été faites à l'interne. Je prends l'exemple, par exemple, toutes les banques africaines de crédit agricole. La Banque de Côte d'Ivoire, 90 milliards de trous, en gros, hein, je prends les masses. Mais quand on a regardé à l'intérieur, c'était 30 milliards, 30 milliards, 30 milliards. 30 milliards de détournement total. 30 milliards pour les politico-administrativos et 30 milliards pour les petits producteurs. Or, ces 30 milliards, quand on regarde, c'est 30 milliards qui avaient été perdus entre, finalement, les années 70 à 90. C'est-à-dire l'État ivoirien, en gros, avait perdu 1 milliard par an sur les prêts aux petits producteurs. Et quand on a analysé la répercussion positive de ces prêts, dans les faits sur les petits producteurs, la productivité était énorme. Elle était énorme. Donc si on prenait la BAD, la banque ivoirienne, disons, mais c'était vrai pour toutes les autres banques, dans les faits, qu'on a fermées. Si on prenait la partie qui avait seulement servi à prêter aux petits producteurs, c'était une partie qui était très faiblement subventionnée, beaucoup moins subventionnée, par exemple, que les institutions du Nord. Donc ça, ce sont des choses quand même, quelque part, qu'il va bien falloir ressortir à un moment. C'est-à-dire, on ne peut pas sortir de l'agriculture si on n'a pas des banques nationales de crédit agricole ou des banques qui sont spécialisées pour faire du prêt, disons, à des taux... et c'est encore plus vrai pour les jeunes. Je rappelle quand même que pour les États-Unis, vous parliez tout à l'heure des assurances. Vous avez vu, il faut que vous lisiez les papiers de Jacques Berthelot, entre autres actuellement, sur les histoires des subventions qui sont en train de se passer. Les États-Unis masquent les subventions en finançant finalement par derrière les assurances des paysans à un niveau de 60 ou 70% actuellement. Et ils disent qu'ils ne subventionnent plus le coton, le maïs, machin. Dans les faits, ils continuent avec les 6 milliards de subventions en gros, voire même plus. On peut rajouter sur ce point que la question de banques dédiées à l'agriculture ou ayant une fonction concentrée sur l'agriculture revient au Sud, revient aujourd'hui dans les discussions internationales et qu'il y a des discussions extrêmement vives aujourd'hui sur comment financer l'agriculture, alors qui sont essentiellement construites effectivement sur le financement de filières, mais dans lesquelles il y a des débats quand même qui sont ouverts, qui réouvrent des voies de réflexion autour de la nécessité d'avoir des instruments publics. Madame Dounia. Oui, moi, je viendrais ajouter, selon notre expérience sur le terrain, parce que nous travaillons dans un terroir défini, j'aimerais bien toujours ajouter des activités qui accompagnent l'agriculture.
Par exemple, nous avons des expériences dans l'agriculture, dans le tourisme à la ferme, par exemple, ou l'agrotourisme. Donc, ce sont des choses viables qui cherchent les gens dans le terroir, qui font découvrir des activités des agriculteurs. Donc, ça intéresse la famille, ça intéresse les femmes, ça intéresse les visiteurs, vous voyez. Donc, j'aimerais bien ajouter cette activité-là d'agrotourisme ou tourisme à la ferme à l'agriculture pure. Ça crée un autre dynamisme chez les fermiers ou chez les agriculteurs. Voilà. Et donc, dans la perspective financement, ça conduit à réfléchir à système d'activité, non seulement système de production, mais aussi système d'activité, et puis aussi, bien sûr, besoin des familles, globalement. Et s'il y a des ONG qui sont installées, ça facilite parce que ce sont eux, chez nous, c'est nous qui font la coordination de ces activités-là. À partir de notre ONG, on envoie les gens dans les fermes, on collabore avec eux. Donc ça crée des liens et ça crée un dynamisme dans tout le terroir. Merci. Alors, je crois qu'il est temps de clore notre session à ce stade. Donc, merci d'abord pour l'atelier 2. Les rapporteurs. Merci donc pour cette densité d'échange de ce matin. Donc, nous mettrons les différents supports disponibles sur le site. Organisation de l'après-midi. Donc là, nous allons déjeuner. À 14h, je demanderai aux 14h15. Allez, on va se donner une petite